Bonjour à toutes et à tous. Donc le sujet de cet avant-midi il est assez simple, c'est repenser les mobilités du quartier au bassin de vie. Quelles possibilités, comment agir? Et donc on va vous présenter deux études. Donc l'une sur l'autocar express de la Dolère et l'autre, la deuxième étude sur le plan guide de la ville de Rixheim. Donc ces deux études sont téléchargeables sur notre site internet, elles sont finalisées. Et pour réaliser ces études, notamment celle sur l'autocar express, on n'est pas parti de zéro, parce qu'on réfléchit sur les mobilités depuis un certain nombre d'années, notamment les stratégies mobilité. On avait travaillé notamment pour la Comcom de la Dolère sur les alternatives à la voiture en zone peu dense. À ce moment-là, on avait déjà fléché l'enjeu de renforcer l'offre autocar. On a travaillé à une échelle plus grande, à l'échelle du Sud-Alsace par rapport à un développement RER, autocar express potentiel. Et cette étude s'est déclinée à alimenter le schéma directeur du Haut-Rhin des mobilités qui a été approuvé par l'ensemble des présidents de PCI en 2023. Idem pour l'aspect projet urbain. Donc toutes les approches qu'on mène au niveau des communes ou des quartiers s'appuient sur plusieurs études qui sont véritables boîtes à outils qu'on a à disposition. Donc la première étude qui nous inspire dans le cadre de projets locaux, c'est la voirie apaisée. Donc dans le cadre de cette étude, on a donné des principes d'aménagement par rapport à la taille des rues, les ambitions en termes d'aménagement, c'est-à-dire d'aménagement léger à des aménagements plus lourds. On a également une étude pour encourager et développer la pratique du vélo, donc il y a un certain nombre d'actions qui sont fléchées, et des principes d'aménagement également. On a également une étude sur le piéton, comment on encourage la pratique de la marche à pied dans nos communes. Donc là, il y a un certain nombre aussi de retours d'expérience, de recueils, de préconisations en termes d'aménagement qu'on retrouve dans le cadre de cette étude. Et on a aussi eu un travail qui a été réalisé sur les îlots de chaleur urbains. Donc ça, c'est également une composante très importante, d'une part en termes de confort pour les habitants, mais également pour les déplacements, c'est-à-dire se déplacer sur des dalles en béton, à pied ou à vélo, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc il y a un enjeu à travailler ces îlots de chaleur dans le cadre de réflexion mobilité. Donc toutes ces études nous inspire et nous guide dans nos travaux au niveau de l'agence. Donc sans plus tarder, je vous propose d'attaquer directement la démarche qu'on a réalisée sur la vallée de Dolère. Donc on a travaillé sur l'opportunité d'une desserte autocar express, parce que c'était comme la Dolère travaille depuis plusieurs années sur la problématique des mobilités. Et c'est une action qui avait été fléchée dans le schéma directeur des mobilités au Rhin. Donc il y avait vraiment un enjeu à travailler sur ce sujet. Et ma présentation, elle comprendra deux parties très simples. Un diagnostic, quelques éléments de présentation sur le concept d'autocar express et les différents scénarios qui ont été présentés, discutés et qui ont été source d'inspiration pour le territoire. Donc juste où on se situe, donc la communauté de communes de la Dolère et du Sulzbach, c'est 15 communes qui sont situées entre les Vosges, le Piémont et la Plaine. Donc on est dans un cadre de vie de qualité, notamment dans la vallée, c'est pour ceux qui connaissent, on est au cœur des Vosges et on a des atouts touristiques. La communauté de communes, ce n'est pas forcément une densité super forte, c'est 16 000 habitants et 5 300 emplois. Et ces 16 000 habitants et ces 5 300 emplois se situent surtout sur l'axe Masevaux-Burnhaupt. Donc on a une forte concentration au niveau du Piémont. Et la Comcom se situe, notamment Masevaux, à environ 30 km de Mulhouse. Donc on est à la fois proche, à la fois loin. Et on compte 6200 déplacements par jour pour le travail ou pour les études entre la Comcom et l'agglomération mulhousienne. Donc on a un territoire qui est attractif, qui est quand même dynamique, qui a ses spécificités. Par contre, on n'a plus de desserte ferroviaire depuis 1967. Dans les années 60, dans les vallées vosgiennes, on a stoppé pas mal de dessertes, et Villers aussi la même année.
Donc ça, c'est un grand point noir. Là, c'est la gare de Cévennes. Peut-être que Monsieur Cheux vous en souvenez quand il y avait encore des dessertes ferroviaires. Ça, c'est une photo prise dans les années 65 ou 66. Et on est sur un territoire où il y a un usage dominant de la voiture dans les déplacements domicile-travail. C'est pas un scoop, puisque 9 déplacements sur 10 sont réalisés en voiture. Donc c'est assez massif. Quand on regarde les chiffres de l'agglomération mulhousienne, on est plutôt à 6 sur 10 ou 7 sur 10 environ. Et on avait regardé également les performances en termes de temps de parcours de la ligne autocar Cévennes, Masevaux, Mulhouse. Donc par exemple, si vous prenez le déplacement entre Masevaux et Mulhouse Université, en autocar on met 47 minutes, en voiture on met 29 minutes. Donc c'est 60% de temps de parcours en plus en autocar. Si on fait Masevaux, gare centrale, on met quasiment 1 heure, en voiture on met 35 minutes. Donc là c'est 80%. Et si on prend Cévennes, gare de Mulhouse, en autocar on était à 1h30, en voiture on est à 46 minutes, 50 minutes. Donc on est quasiment au double du temps de parcours. Donc on est face à un manque d'attractivité de la ligne, et en plus, il y a quelques années, on comptait que 5 à 6 allers-retours quotidiens. 5 à 6 allers-retours, c'est vraiment 3 fois rien. Par exemple, sur la ligne train-train Thann-Mulhouse, on a 45 allers-retours par jour. Donc, je dirais, pour prendre le bus à cette époque-là, il fallait être particulièrement motivé. Donc, il y a une absence d'alternative crédible à la voiture. Et on a des aspirations des usagers qui ressortent dans le cadre d'enquêtes nationales. Quand on les questionne sur les critères pour choisir votre moyen de transport au quotidien, ils indiquent en premier critère de choix le temps de parcours à 28%, l'aspect pratique confort à 20%. On voit que les coûts c'est beaucoup plus bas. Donc il y a vraiment, pour faire basculer les personnes vers le transport public, il faut vraiment travailler sur le confort, sur les temps de parcours, sur la fréquence, sur une offre visible. Et c'est justement dans le cadre de cette logique que s'inscrit le concept d'autocar express. On en parle beaucoup, l'autocar express en ce moment. On parle dans les services express régionaux métropolitains, on en parle au niveau du ministère des Transports aussi, parce que c'est une solution qui est beaucoup plus légère à mettre en place par rapport à du ferroviaire, et c'est une solution qui correspond aussi à des secteurs où on n'a pas forcément des flux hyper massifiés. C'est-à-dire que Mulhouse-Bâle en autocar express n'aurait pas de sens, parce que les flux sont massifs, il y a énormément de flux frontaliers. Par contre, sur des secteurs comme la Dolaire, c'est intéressant. Donc l'autocar express, c'est un autocar qui circule fréquemment, à environ 30 minutes, à une cadence de 30 minutes en heure de pointe et à l'heure en heure creuse. On aurait le même niveau de fréquence en fait que sur les TER omnibus entre Mulhouse et Bâle ou Mulhouse et Colmar. Donc c'est quand même une offre plutôt attractive en termes de fréquence. Un enjeu de rapidité, en ayant des voies réservées sur les secteurs les plus embouteillés à l'approche dans les agglomérations. Parce que si on a un autocar fréquent mais qui est planté dans les bouchons après en ville, ça n'a pas vraiment de sens, on perd tout le monde. Un autocar qui présente des correspondances faciles avec le TER, des autocars aussi qui sont plus que des autocars. On a le Wi-Fi, on a des prises électriques où on peut recharger son portable, son téléphone, une offre visible avec éventuellement une marque sur les autocars. On a vraiment l'impression de prendre un transport en commun, un petit peu urbain, dans les secteurs périurbains. L'autocar express propose également sur des arrêts attractifs, c'est-à-dire avec des quais, de l'information aux voyageurs, du moins vraiment quelque chose de fonctionnel, et j'en ai parlé tout à l'heure, avec une offre bien identifiée. Donc la cible prioritaire de cet autocar express, c'est les actifs, mais aussi les touristes et les occasionnels. Et avec toutes ces mesures, on rend vraiment l'usage de l'autocar attractif. Aujourd'hui, le réseau Fluo Grand Est, à l'échelle du Haut-Rhin,
c'est à peu près 3 millions de déplacements par an. Le réseau Solea, c'est 22-23 millions de déplacements par an. Le tram 11 de Saint-Louis, qui part de Saint-Louis-Grenzeux jusqu'à Esch, dans la banlieue de Bâle, c'est 18 millions de déplacements par an. Donc on remarque que le réseau autocar aujourd'hui est vraiment peu utilisé et uniquement utilisé par les scolaires. Donc sur la vallée de la Dolère, il y a un contexte favorable, d'une part, je le disais tout à l'heure, par rapport à l'inscription dans le schéma directeur des mobilités de ce projet, et d'autre part par rapport à des flux domicile-travail qui sont très massifiés, qui sont très orientés vers Mulhouse. Donc nous, on a travaillé sur différents niveaux d'ambition. Ces niveaux d'ambition, on ne les a pas travaillés tout seuls, on les a travaillés avec la communauté de communes, on les a travaillés avec la région Grand Est pour poser, donner à voir. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une étude technique fine, on n'est pas exploitant de transport public, mais l'idée c'était vraiment de donner des ordres de grandeur pour alimenter les débats, les discussions au niveau de l'intercommunalité. Donc là, sur la carte, je vais vous la commenter un petit peu, en rouge, on a... Alors ça c'est la situation en 2019, c'était avant qu'il y ait des sauts d'offres de services. Donc en rouge, on a dessiné la ligne autocar qui dessert l'ensemble des secteurs. Les petits carrés blancs, ce sont les stations autocars. Les traits jaunes sur l'agglomération mulhousienne, c'est le réseau de tramway. Les carrés noirs, c'est les correspondances tramway-tramway ou tramway-autocar. Donc, en 2019, on avait une ligne autocar qui desservait la vallée de la Dolère, Sentheim, Gevenheim, les deux burn-out, Heimsbruck, Morschwiller, et qui était en correspondance avec les tramways à Nation. Certains allaient directement à la gare centrale, mais on n'était pas nombreux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on avait 13 à 14 bus jour, donc environ 5-6 allers-retours. On avait 51 arrêts sur la ligne, de Seven à la gare centrale, en comptant à la fois les arrêts autocars et les arrêts tramway. Et on avait un temps de parcours Masgo-Mulhouse qui n'était pas très compétitif, plus d'1 heure, en comptant la correspondance. Donc en 2019, la conclusion c'est simple, peu d'offres, trop d'arrêts, trop long. En 2022, la région Grand Est a retravaillé l'ensemble de son réseau autocar Sud-Alsace. Et dans le cadre de ce travail, la ligne autocar de la vallée de la Dolère utilisait le même parcours jusqu'à Burnout. Et à partir de Burnout, les autocars montent sur l'autoroute, la 36, puis empruntent la RD 1066, c'est à 2 fois 2 voies qui passent par les collines. Et ces autocars sont en correspondance systématique à Bel Air. Donc le changement qu'il y a eu, c'est au niveau de l'offre de service. On est passé de 14 autocars dans la vallée et on a une offre qui a doublé entre Masgo et Mulhouse, puisqu'on est passé de 12 autocars jour à 33 autocars jour. Par contre, on a une correspondance systématique, on a 44 arrêts, donc on gagne les arrêts qu'on avait sur Heimsbruck et Gaffin. Et on gagne un petit peu en temps de parcours. Donc on a davantage de dessertes, mais des correspondances. C'est pourquoi on a travaillé sur un premier scénario d'optimisation, où on partait de la ligne existante, mais on la faisait monter en fréquence, vraiment pour être dans une configuration autocar express, avec des autocars ayant leur identité, le Wi-Fi, les prises pour charger les téléphones, etc. Par contre, on garde la correspondance systématique, mais on rationalise le nombre d'arrêts dans ce scénario. Au lieu d'avoir des arrêts partout, comme dans la situation en 2023, l'idée c'était d'avoir 1 à 2 arrêts par commune. Le temps de parcours Masgo-Mulhouse, on gagnait encore quelques minutes, mais on gagnait dans ce scénario-là pas mal de temps de parcours pour les déplacements internes à la vallée. On a élaboré un deuxième scénario
qui était plus ambitieux, puisqu'on avait le même parcours jusqu'à Mulhouse, mais après une desserte directe vers le centre-ville de Mulhouse et la gare centrale. Donc là, du coup, on n'a plus de correspondance. On garde le même niveau d'offre de service. On réduit du coup énormément le nombre d'arrêts, parce qu'on n'a plus que des arrêts autocars. Au lieu de faire le parcours sur tous les arrêts tramway, on rejoint directement la gare centrale. Et là, on a un énorme gap en termes de temps de parcours pour faire Masevaux-Mulhouse. Ces gains de temps de parcours pourraient permettre le développement également de parking relais sur Burnout-le-Haut et Burnout-le-Bas. Puisque dans ces secteurs-là, notamment Burnout-le-Bas, on serait capable de rejoindre le centre-ville de Mulhouse en une vingtaine de minutes. Donc on aurait vraiment des autocars qui seraient de vraies bombes pour aller dans le centre-ville de Mulhouse. Et on avait dessiné également une desserte encore plus ambitieuse où l'autocar express prendrait la RD 83 à hauteur de Burnout-le-Haut. Donc on gagnerait encore un petit peu en temps de parcours. Donc les parkings relais pourraient prendre encore plus de place. Les petits traits noirs, c'est des rabattements théoriques sur les parkings relais. Et on pourrait imaginer aussi un parking relais dans le secteur de Masevaux. Et là, Masevaux-Mulhouse se ferait en une quarantaine de minutes, puisqu'on aurait des voies réservées sur l'agglomération mulhousienne, des priorités au feu. Donc on aurait vraiment quelque chose de robuste et de très attractif et de compétitif par rapport à l'aventure. Ce tableau, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un résumé un peu de ce que j'ai dit. Donc globalement, c'est vraiment en supprimant la correspondance qu'on gagne en temps de parcours. Et plus on va dans les ambitions, plus il est nécessaire de travailler sur les différents types d'aménagements, notamment parking relais, voies réservées. Donc on est sur quelque chose qui peut être de plus en plus ambitieux au fil du temps. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une réalisation concrète? Parce que ce qui est intéressant dans le cadre de cette étude, et alors je laisserai peut-être éventuellement M. Scheu pour intervenir par la suite, où en est-on aujourd'hui? C'est une étude qui s'inscrit dans un contexte vraiment très favorable, parce qu'on a une implication forte de l'intercommunalité sur tout ce travail, donc il y a eu un suivi, une implication forte. Il y a eu également une association étroite de la région Grand Est dès le début de l'élaboration de cette étude. En 2023, à la demande de la communauté de communes, on a présenté les résultats de cette étude au vice-président en charge de Fluo du réseau de Haute-Alsace, Fluo Grand Est, Morin, qui a dit il faut qu'on fasse quelque chose et il faut qu'on fasse monter en puissance cette ligne. Et autre point positif, c'est la loi du 27 décembre 2023 qui a instauré les services express régionaux métropolitains. Donc le travail actuellement en cours et porté par la région intègre également la réflexion sur un autocar express entre la vallée de la Dolère et Mulhouse. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des résultats? Donc oui, depuis septembre 2024, et tu pourras peut-être compléter en quelques mots, on a eu une augmentation de l'offre, on a un petit peu plus d'autocars. Avant on était à 32-33 circulations jour, là on est à 37 circulations jour. Par contre, on a 26 circulations autocars jour qui vont jusqu'à la gare centrale. Donc là, il y a vraiment un gain de temps qui est important pour les personnes qui habitent Masevaux et qui veulent rejoindre le centre-ville de Mulhouse. Donc on situe entre 50 et 55 minutes de temps de parcours Masevaux-Mulhouse, alors qu'avant, on se situait plutôt à 60 minutes. Donc c'est toujours moins compétitif que la voiture, parce que les autocars passent par les axes malheureusement engorgés de l'agglomération. Mais si, quand le pont de la fonderie sera recalibré, quand son radier sera abaissé, on pourra y faire passer des autocars, et les autocars pourraient prendre la voie sud et ainsi rejoindre très rapidement la gare centrale. Donc il y a vraiment un gap.
Et donc là, c'est vraiment intéressant. Donc il y a une première étape qui a été franchie, et les études du CERN poussent un peu plus loin par rapport à une réflexion autocar express au niveau du Sud-Alsace. Moi je prends le relais de Stéphane voilà, pour passer un peu à une autre échelle, donc à l'échelle de la commune et même du quartier. Donc, dans le cadre d'une mission qu'on a menée auprès de la ville de Rixheim, avec Stéphane d'ailleurs, on a travaillé en binôme sur notamment le diagnostic et aussi quelques propositions. Et là, effectivement, on change d'échelle et on élargit un petit peu le spectre des thématiques prises en compte, puisque on parle mobilité, mais vraiment en lien avec les questions de projet urbain, de nature en ville, et c'est vraiment l'interaction entre tous ces éléments qui font vraiment projet. Donc ça s'inscrit dans la demande de la commune d'avoir un peu une vision globale et interquartier à une échelle donc 2040 avec des étapes un phasage progressif, mais vraiment pour pouvoir avoir une vision, que les élus puissent disposer d'une vision globale sur leur commune, interthématique, disons, sur plusieurs thématiques, voilà, pour pouvoir mettre en place peu à peu leur plan d'aménagement. Et on a commencé effectivement par mettre à plat un petit peu, avoir un diagnostic autant sur la structuration urbaine de la commune que sur les mobilités, que sur les aspects de nature en ville et de train vert et bleu. Donc aujourd'hui, étant donné le sujet, je vais un peu plus cibler sur les mobilités. Mais si vous avez des questions sur les autres sujets, on peut aussi en parler. Donc c'est vrai qu'au départ, le constat est assez clair sur le fait que la commune de Rixheim, et ça les élus l'avaient bien exprimé, bâtit en fait du fait que il y a des infrastructures, il y a une topographie qui fait une histoire aussi du développement de la commune, qui fait que la ville le tissu urbain est en fait morcelé, coupé par d'importantes coupures urbaines. Du coup, on a la création de quartiers bien individualisés, alors qui ont chacun du coup leur caractère, ce qui est aussi intéressant, mais il y a un certain manque de cohésion urbaine et de relations fluides entre ces quartiers, et aussi un certain manque d'identification, de sentiment d'appartenance des habitants de certains quartiers à la ville de Rixheim en fait. Donc voilà, il y avait un travail à faire, à la fois sur l'aspect concret, physique de l'aménagement, mais aussi sur peut-être l'image de la ville auprès des habitants. Donc nous, ce qu'on propose, c'est effectivement un diagnostic, quelques propositions d'aménagement. On ne va pas forcément très loin dans les propositions, les plans détaillés en termes techniques, mais on a pu vraiment brosser un portrait assez large et faire des propositions dans tous ces domaines. Voilà, donc le diagnostic, je vais passer rapidement, mais quand même, sur les mobilités, bien sûr, on a pointé et regardé d'un peu plus près ce qui se passait au niveau des passages sous voie ferrée, puisque là, il y a 5 passages au niveau de la commune, dont un seul est au gabarit poids lourd, donc ça crée des coupures urbaines, mais aussi des problèmes de traversée pour les modes doux. On a regardé d'un peu plus près les déplacements doux en évaluant aussi les temps de parcours piétons et vélos entre les différents points d'attraction de la commune. Et on se rend compte que potentiellement on est un peu sur la ville du quart d'heure, aussi bien à vélo en tout cas, et puis au sein de chaque quartier à pied, c'est vrai qu'on peut accéder à l'ensemble des services, mais c'est vrai que la topographie et les coupures urbaines compliquent un peu cette ambition-là.
Donc voilà, pour résumer, on a effectivement la voie ferrée avec... je vais essayer de ne pas faire comme Didier, passer la diapo. Donc avec la gare de Rixheim, celle d'Absheim tout près, hein, il y a quand même des interactions en termes de fonctionnalité. Et puis la potentialité, enfin la possibilité d'installer, de réactiver en fait une gare au niveau de la rotonde. Donc ça c'est une réflexion qui a été évoquée avec les élus et qui est tenue pour alimenter les réflexions un peu comme élément de base. Avec bien sûr autour des gares des questions de saturation possible des stations. Donc effectivement, et notamment autour de Absheim, hein, une question un peu sur les rôles peut-être complémentaires entre les deux gares à réfléchir. Donc niveau bus, il y a l'enjeu peut-être d'avoir, c'est inscrit au SWOT d'ailleurs, si je ne me trompe pas, d'avoir la ligne 11 qui évolue sous forme de tram-bus. Sur la ligne 9, par contre, pas de changement, une moindre fréquence. Et c'est vrai que sur la ligne 11, les deux arrêts très fréquentés de la Commanderie et de Loisan, qui font d'ailleurs l'objet l'arrêt de Commanderie fait l'objet d'un projet d'aménagement pour faciliter l'insertion urbaine de cet arrêt. On le verra plus tard. L'enjeu d'associer, de travailler sur les quartiers gares. On a, pour le coup, on travaille plus sur celui du centre-ville de Rixheim. On verra plus loin. À nouveau, résumé du diagnostic, les enjeux des traversées sous voie ferrée, la sécurisation des flux vélos, notamment le long de la rue Napoléon, avec des flux poids lourds très importants, et puis aussi autour du carrefour du Mortier. Sécurisation aussi de certaines connexions vélos vient de raccorder avec des aménagements existants déjà assez importants, assez présents, mais des connexions à compléter. L'amélioration du confort de déplacement piéton sur l'ensemble du centre-ville et des centres des différents quartiers. Et puis des propositions de généralisation de la zone 30, donc une proposition. Il y avait déjà une grande partie des quartiers qui étaient notamment résidentiels et proches des écoles qui étaient en zone 30. Donc ça, c'était un peu le résumé du diagnostic. Sur les mobilités, on a, comme je le disais, aussi travaillé sur la trame verte et bleue et les espaces de nature en ville. Donc là, je ne vais pas trop détailler, mais ce qui est intéressant, parce que c'est vraiment des réflexions qui vont ensuite alimenter les propositions qu'on fait sur les zooms d'aménagement. Là, faire le point sur l'ensemble des espaces verts gérés par la commune, leur accessibilité, ça permet par exemple de repérer qu'il y a un déficit un secteur un peu moins bien équipé en espaces verts, qui est le quartier des Romains autour du carrefour du Mortier. Et puis cette carte souligne aussi l'importance. Donc là, ici, on a le parc de la Commanderie, qui est juste derrière la mairie, certains d'entre vous le connaissent sans doute. Or, ce parc est aujourd'hui n'est pas ouvert en permanence, et c'est vrai qu'on a sa zone d'accessibilité qui en fait couvre une grande partie du centre-ville. Donc, d'où l'enjeu peut-être de réouvrir cet espace et de pouvoir en faire un parc à part entière. Voilà. Oups, je suis allée trop vite. On a aussi dézoomé un peu pour parler de la trame verte et bleue, pas forcément uniquement sous l'aspect biodiversité, là, mais aussi parce que, déjà, c'est un des éléments qui est, cette connexion-là est inscrite au document d'urbanisme de la commune, et c'est quelque chose qui se met en place au fur et à mesure. Mais la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est aussi que l'idée de ces corridors, c'est qu'ils soient aussi
associées et pensées en lien avec des connexions piétonnes ou vélo, que ce soit pour la promenade des habitants ou des visiteurs ou des communes alentours, mais aussi pour des connexions vélo internes à la commune. Voilà, donc en gros, après ce diagnostic, les propositions, elles sont, à Riesheim, elles ont été un peu à deux échelles. Des propositions de schéma global à l'échelle de la commune sur les mobilités, la voirie apaisée, je vous parlais des zones 30. Le plan vélo, donc à l'échelle communale, la commune avait déjà beaucoup travaillé sur le sujet. J'ai remis à plat certaines choses pour que la commission Modelou puisse s'en emparer et continuer à travailler dessus. La nature en ville et la surchauffe urbaine, et quelques propositions pour améliorer la cohérence urbaine entre quartiers. Donc ça, c'est vraiment sur des propositions structurantes. Et ensuite, on a fait des zooms sur certains secteurs à enjeu, avec des propositions d'aménagement, là, beaucoup plus concrètes. Donc on ne va pas tout voir aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. On va faire un zoom sur le centre-ville, où il y avait voilà, la plus grande concentration de propositions et d'aménagements à penser. En introduction, je dirais que cette question d'amélioration de la cohésion urbaine, du partage de l'identité, d'une identité commune au sein de la ville de Riesheim, ça passait, en fait c'est quelque chose de très transversal, ça passait à la fois sur c'est traduit, si vous voulez, dans les propositions d'aménagement qu'on fait, puisqu'on améliore le cadre de vie, on renforce l'image et l'attractivité, notamment du centre-ville ou des centres des différents quartiers. On peut aussi réfléchir à un fonctionnement, j'appelle en archipel, c'est-à-dire que chaque quartier, on peut aussi renforcer sa propre identité, tout en le reliant aux autres. Donc, c'est pas forcément effacer l'identité des quartiers, des Romains, d'Entremont, de la Rotonde, des Napoléons, pour ne parler que du centre-ville. Non, chaque quartier a son identité, mais peut fonctionner en interaction. Les propositions qui sont faites, c'est aussi de travailler sur des liens plus de représentation liés à l'imaginaire, en créant des animations fédératrices. Alors, il y a différentes propositions qui ont été faites. Lancer un concours photo sur chacun présente son quartier, voilà comment je vois ma ville, mon quartier, créer des animations sportives et culturelles inter-quartiers, et puis surtout peut-être travailler un vocabulaire urbain cohérent, notamment sur la signalétique vélo aussi, voire piéton. Travailler une gamme de mobilier urbain. Donc c'est vrai que par ces objets finalement qu'on peut retrouver dans tous les différents quartiers, on peut contribuer à construire un peu une identité commune, même si c'est voilà, qu'une partie de ce travail. Et puis pourquoi pas aller plus loin et travailler à une nouvelle identité visuelle de la commune. Ce qui peut sembler parfois un peu comme un gadget, mais qui dans certaines villes a pu vraiment renouveler l'image, contribuer à renouveler l'image des habitants de leur ville par les habitants. Je vais aller un peu plus vite sur la suite pour qu'on ait un petit peu le temps d'échanger. Donc sur le schéma vélo, j'ai mis un peu à plat toutes les idées qui avaient été développées par la commission vélo de la commune, en le mettant un peu en forme sous forme de ce schéma, en fait, avec une réflexion sur différents niveaux d'aménagement, avec les connexions vélo interquartiers, plus un travail sur des barreaux cyclables complémentaires, donc chaque niveau ayant peut-être correspondant à un type d'aménagement, une ambition d'aménagement, et puis ensuite un travail plus light, entre guillemets, sur la porosité à travailler interquartier résidentiel, où on est déjà en zone 30, où finalement les aménagements c'est peut-être simplement de rappeler la zone 30, de signalétique, etc., sans forcément d'aménagement lourd.
Voilà. Ensuite, bon, il y a toute une série de zooms sur chaque linéaire, chaque morceau d'itinéraire pour faire des propositions de différentes natures. Et puis, on va parler un peu plus précisément du cœur de ville, où c'est vrai que là, on a fait quand même pas mal de propositions. Ici, issu du diagnostic, on a déjà quelques orientations donc à l'échelle de l'ensemble du cœur de ville, en prenant en compte les nouveaux équipements qui étaient en réflexion, des choses que nous on voyait en termes de mobilité ou de potentiel de développement du parc, d'espaces urbains un peu délaissés comme à l'entrée du collège où il y avait des dysfonctionnements à travailler. Voilà, donc toute cette série d'éléments en fait sont à voir ensemble parce que parfois pour trouver une solution à un endroit, finalement il faut regarder dans la rue d'à côté, enfin parfois il faut dézoomer un peu. Donc cette approche c'est sans arrêt de zoomer jusqu'à la bordure du trottoir, prendre à nouveau un peu de recul et puis faire cet aller-retour pour pouvoir trouver des solutions d'aménagement adaptées. Donc sur le cœur de ville, on avait également une réflexion sur les sens de circulation. Donc on a regardé plusieurs options possibles et par la mise en image des différentes options, ça permet d'animer le débat entre élus, éventuellement de communiquer au service. Et dans notre commune aussi, il peut y avoir des commissions d'habitants dédiées à ces sujets-là. Donc pour pouvoir, c'est une aide à la décision, de mettre en image les différentes options pour pouvoir choisir, à voir les avantages et inconvénients de chaque option. Donc je ne rentre pas vraiment dans le détail de chaque projet. Ensuite, là on est sur une portion de cette boucle du centre-ville. Donc juste pour illustrer le fait que nous on n'intervient pas, on se substitue pas à un bureau d'études, on ne va pas faire une étude technique avec la description du fond de forme, des revêtements de sol, etc. Mais parfois, il faut quand même qu'on aille jusqu'à la coupe et certains points de détail pour étudier la faisabilité des choses, voir effectivement si dans cette rue, on peut faire passer une piste cyclable ou non. Parfois, il faut aller assez dans le détail. Ça reste relativement schématique, mais il faut que ce soit quand même évaluer la faisabilité de nos propositions. Sur justement un espace, une partie du centre-ville, il y a un projet donc, autour de la forge ici, qui est en cours de réalisation, qui a été finalisé. Là, si vous connaissez donc la mairie, le parc de la commanderie derrière, le grand parking de la commanderie. Et donc on a des projets, le projet de la forge qui fonctionnait en lui-même, les écoles derrière, et en fait notre approche ça a été de proposer vraiment d'avoir une réflexion. On avait finalement tout un chapelet d'espaces publics tout proches, et l'intérêt de les penser comme un ensemble, c'est une plus-value qui permet aussi de démultiplier un petit peu la visibilité de ces espaces, la cohérence urbaine, et puis la fluidité des connexions piétons-vélos. Donc, là, voilà. Décidément, je m'en vais des pinceaux, voilà. Du coup, on a vraiment l'aménagement de la forge qui amène à réfléchir à cet espace de carrefour où la question du sens unique double sens a été réfléchie finalement pour garder le double sens, mais permettre ici d'avoir une autre pratique d'une rue relativement étroite où effectivement il n'y avait pas l'espace et la place nécessaire pour donner tout le confort aux piétons au vélo, alors que justement c'était une voie d'accès importante pour aller au collège. La proposition de passer en zone de rencontre ici, de réfléchir un peu différemment la circulation, les entrées-sorties du parking de la commanderie, et aussi, du coup, en lien avec tout ça, l'enjeu de réouverture du parc de la commanderie, associé à une connexion piétonne, du coup,
une ouverture piéton-vélo éventuellement. Tout ça, disons, réactivé par aussi le fait qu'on a eu la création de l'annexe de la mairie récemment, le conservatoire qui va être déplacé dans les bâtiments ici. Donc, ce qui fait qu'on a aussi une activation de nouvelles pratiques et de nouveaux usages autour du pôle mairie qui fait qu'on peut, ça va renforcer encore l'intérêt de réouvrir le parc. Donc sur ce parc, effectivement, des propositions à la fois urbaines et même des propositions liées au projet culturel, même muséal de cet espace, faire un lien entre le musée et le jardin et le parc qui a vraiment un sens en fait muséographique entre cet équipement muséal et l'espace vert. Donc la proposition ici de réouverture tout simplement du parc, mais qui vient être une pièce, en fait, une pièce urbaine d'un ensemble d'espaces dans le centre-ville. Ça, c'est aussi, Stéphane a évoqué la question des îlots de chaleur urbains, c'est aussi un élément qui vient, un argument qui peut être... cette carte qu'on a réalisée à l'échelle de M2A permet de zoomer ensuite à l'échelle des communes et d'objectiver un petit peu les espaces qui sont soumis plus ou moins à ces îlots de chaleur. Et du coup, sur le centre-ville de Rixheim, c'était assez intéressant puisqu'on voyait le collège, le parking du Leclerc, et puis l'îlot de fraîcheur du parc de la Commanderie. Et justement, tout ce chapelet d'espaces publics dont je vous parlais, c'est justement aussi, en améliorant la végétalisation de ces espaces, ça permet de répondre aussi à l'enjeu de faire un peu effet masse pour que l'îlot de fraîcheur du parc prenne un peu plus d'ampleur et permette d'espérer avoir un îlot de fraîcheur important pour le centre-ville. Voilà, donc je vous parlais du parking du centre Leclerc, donc une réflexion aussi qui a été proposée en lien avec l'amélioration de l'arrêt Commanderie, très utilisé par les collégiens, donc amélioration de la largeur du trottoir, etc. Voilà, et puis pour finir, je vais très rapidement, parce qu'il faut qu'on se laisse un peu de temps pour échanger, parler du quartier, du carrefour du Mortier. J'ai pas pensé à mettre de photos, mais je pense que ceux qui sont du territoire connaissent ce point-là. Donc en lien en fait avec ce carrefour très compliqué, l'enjeu de modification, d'évolution de l'îlot urbain situé juste derrière avec le déplacement de la déchetterie, donc qui libère un espace à proximité de la gare et au cœur du quartier des Romains, et puis la proximité de la gare avec des questions aussi d'accessibilité de la gare. Donc la proposition, très rapidement, c'est effectivement la création d'un parc, une opération couplée habitat-commerce, et on a proposé différentes options avec effectivement la création de ce nouvel îlot urbain et voir en allant plus loin, imaginer que la pharmacie, si vous connaissez, qui se trouve finalement au centre d'un rond-point pratiquement, enfin en tout cas d'un grand carrefour routier, puisse être déplacée et du coup créer un nouvel espace public ouvert sur ce nouvel îlot et permettre aussi d'améliorer le lien en direction de la gare. Sur la gare, effectivement, il y a la question d'accessibilité. On a aussi réfléchi, mais on ne va pas forcément passer dessus. Et juste pour finir, revenir un petit peu sur ce que Stéphane avait dit au début, du coup je le laisse conclure sur cet élément-là. En deux mots, sur Rixheim, il y a toutes les mobilités qui se croisent, la longue distance avec le train,
Le train va connaître un accroissement d'offres assez important à l'horizon 2030 et à l'horizon long terme. Et il y a des contraintes, les passages sous les voies ferrées. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul passage bus possible pour passer sous les voies ferrées au niveau de Rixheim. Donc il y a le projet, effectivement, il y a les intentions, mais il y a également des contraintes qui sont prises en compte. Il y a un travail qui a été fait aussi avec M2A